Chers lecteurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, il y a un livre, enfin un écrivain qui est invité à la grande librairie qui s'appelle Anthony Passeron, qui a écrit un livre que je vous conseille de lire et que je vous conseille surtout d'offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, puisque c'est un livre qui traite du sida dont il ne faut pas cesser de parler. Le livre s'intitule Les enfants endormis. Il a été publié aux éditions Globe. Alors, Anthony Passeron, c'est son premier livre. Il est finaliste. Il a reçu le prix Premier Plume. Et il a voulu écrire cette histoire parce que c'était la seule solution pour que l'histoire de sa famille, de son oncle, ne disparaisse pas avec tout le village. Et donc, Les enfants endormis, eh bien, c'est un premier roman d'Anthony Passeron. Et donc, comme je le disais, il raconte les années SIDA à travers l'histoire d'une famille de petits commerçants. Et parallèlement à ça, parce que le livre est divisé en deux parties, il raconte également le combat que les chercheurs ont mené pour identifier et vaincre le virus. Alors, Les enfants endormis est en fait une histoire pour moi d'un double déni. Un déni personnel, celui de la famille de l'auteur vis-à-vis du sort de cet oncle désiré, tant aimé dans la famille, qui est décédé du sida parce qu'il était héroïnomane, ainsi que sa femme et sa fille Émilie. Et c'est également une histoire qui parle d'un déni également collectif et sociétal à l'égard de la maladie. Parce que il a fallu plus de 30 ans à Anthony Passeron pour venir à bout de cette carapace de silence. Parce que personne ne lui a jamais parlé de Désiré. Par-ci, par-là, il entendait de brèves confidences, des petits souvenirs remonter à la surface. Il voyait par-ci, par-là des photos qui lui ont permis de reconstituer une histoire qui n'a jamais été racontée. Et d'ailleurs, il le dit très bien, il dit, dans ma famille, ils l'ont vécu la maladie sans se regarder la vivre. La maladie, les ragots, l'urgence, il y avait toujours quelque chose à faire. Maintenir le magasin à flot ou s'occuper des malades de la famille. Et une fois qu'ils sont tous morts, tout le monde s'est tu. C'est ce récit-là que j'avais besoin de poser. En effet, quand Anthony Passeron était petit garçon, il a donc vu son oncle, sa tante et leur enfant mourir du sida. Et dans cette famille, qui est une famille prospère de bouchers, une famille de petits commerçants qui gagnent très bien sa vie, on est en pleine 30 glorieuses, ils vivent dans l'arrière-pays niçois, on ne prononce pas le mot du sida parce que Désiré fait partie au fait des premières victimes. Et donc, le sida, à ce moment-là, est encore considéré comme une maladie honteuse. Pendant très longtemps, il a été considéré comme une maladie honteuse. Et certainement, dans ce petit arrière pays niçois où on ne parle pas de cette maladie et où jusqu'au bout on dira que Désiré est mort d'une embolie pulmonaire, mais il n'est certainement pas mort des conséquences du sida causées par sa toxicomanie. Et donc, l'oncle Désiré, l'oncle de l'auteur, qui est le fils aîné, et le préféré aussi de ce couple de bouchers qui travaillent dur à la tâche, eh bien, on se retrouve dans une famille dans les années 80 qui a un fils, qui en a deux. Et le premier, c'est le fils préféré. On l'envoie faire des études. Il refuse d'être boucher dans l'arrière-pays niçois comme tous les aînés avant lui. Et il préfère partir, il a envie de s'amuser. C'est un jeune homme qui ne s'illustre pas franchement par son ardeur au travail. Il a le goût de la fête, il est dépensier, il aime s'amuser avec les copains. Et quand il va partir à Amsterdam, il va faire l'expérience de l'héroïne. Et malheureusement, les seringues circulent allègrement d'un bras à l'autre et l'insouciance ne durera pas très longtemps. Et donc, très vite, il va tomber malade, il va contaminer sa femme, il va contaminer leur fille aussi, tous les deux, les parents. Et Anthony Passeron va enquêter, il va rassembler des souvenirs et des matériaux familiaux et des archives, et il refuse finalement ce culte du secret qui a enterré une seconde fois ses enfants endormis. Donc,
Qui sont ces enfants endormis? Eh bien, tout simplement, dans les années 80, on retrouvait beaucoup d'enfants jonchés par terre dans la rue, qui étaient à moitié écroulés, évanouis en pleine journée dans la rue. On a cru pendant longtemps qu'il s'agissait d'enfants qui avaient des gueules de bois, qui subissaient des comas éthyliques ou qui avaient fumé trop de joints. Eh bien, en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que ces enfants endormis avaient des yeux révulsés, une manche relevée, une seringue plantée au creux du bras, et que c'était très difficile à les réveiller et que les claques et les seaux d'eau froide ne suffisaient plus. Et donc, ces enfants-là étaient victimes d'overdose et beaucoup ont chopé le virus. Et donc le livre se divise, comme je le dis, en deux parties. Il y a d'un côté l'histoire générale du sida. Donc il y a d'un côté, comme je disais, le récit familial qui est déployé avec des délicatesses, et puis de l'autre côté, il y a la lutte éperdue que raconte Anthony Passeron, la lutte des médecins pour identifier le virus et trouver un traitement. Et donc Anthony raconte parfaitement les espoirs, les impasses, la rivalité entre les chercheurs français et américains. Et il avait envie de dire, à travers ce qu'on ressent à travers ce livre qui est divisé en deux parties et qui unit la partie générale à la partie, ou je dirais la partie publique à la partie plus intime, ou la partie universelle au côté plus personnel, eh bien, il a envie de dire, eh bien, cette maladie, c'est toujours une maladie de la honte, parce que il faut pas oublier, au début, on appelait le sida le cancer gay, et très très vite, les gens qui, à l'époque, étaient touchés par le sida étaient comme bannis pas de la société. On refusait de se mélanger avec eux, ils étaient méprisés, ils étaient marginalisés comme l'oncle. Et donc, quelque part, euh, Anthony a voulu rendre hommage à toutes ces victimes, mais aussi aux professeurs, que ce soit le professeur Leibovitch, que ce soit le professeur Rosenbaum, des pionniers de la recherche sur le sida. Il a voulu citer leur nom, il a voulu que leur nom soit loué, parce que c'est à sa façon aussi une manière de leur dire merci, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent grâce à eux. Alors, c'est vrai que le livre, si je pourrais faire un reproche au livre, c'est que le livre a un côté un peu trop documentaire, parce que c'est vrai que, pour une part, il nous retrace toute cette vie et toute cette histoire du sida, de la naissance jusqu'à la découverte d'un traitement, mais il y a aussi cette histoire de Désiré, où Désiré qui fait la honte de sa famille, je veux dire, la grand-mère jusqu'au bout, comme je le disais, dira qu'il est décédé d'une embolie pulmonaire, mais certainement pas des causes du sida. Et c'est ce qui m'a un peu irritée dans le livre, c'est ce côté peut-être un peu trop documentaire. Pourtant, pour moi, ce livre mérite d'être lu surtout pour la dernière partie, parce que dans la dernière partie, le livre nous parle d'Émilie, la petite fille de Désiré et sa femme, qui, comme elle a eu des parents toxicos et des parents qui ont souffert du sida, va souffrir de séropositivité. On va essayer de la maintenir en vie. Et pendant plus ou moins 10 ans, elle parviendra à maintenir une vie plus ou moins stable au niveau de la santé, jusqu'à un certain moment où les choses vont se dégénérer. Et malheureusement, comme on est encore trop tôt dans le temps, elle, euh, euh, elle va mourir, bien sûr, de sa séropositivité. C'est l'époque où il n'y a pas encore de solution. Et donc, je trouve que dans cette partie-là, quand on parle de Émilie, quand Anthony reparle de cette cousine, finalement, qui avait le même âge que lui et qu'il a vu petit à petit se dégrader, il a assisté à son agonie, il a refusé, même enfant, lui et son frère, de continuer à jouer avec Émilie, parce que elle lui faisait peur, parce qu'elle était devenue un tas de sacs d'eau avec laquelle il n'avait plus envie de jouer.
Eh bien, c'est là où le livre, pour moi, est brillant parce que, c'est comme si dans ce chapitre-là, l'auteur parvient enfin à se lâcher réellement et à parler sans contrainte et à parler vraiment avec les tripes. Hem Il raconte donc cette longue agonie et cette grand-mère qui fera tout pour sauver cette petite fille et qui jusqu'au bout va se battre pour elle parce qu'au départ on assiste même à une volonté de mise au banc de la petite fille par le village, par les autres parents d'élèves qui se trouvent dans la classe d'Émilie qui aimeraient faire circuler une pétition pour ne pas l'admettre à l'école. Et donc, cette grand-mère, jusqu'au bout, elle va se battre bec et ongle, corps et âme, elle va se battre pour donner un semblant de vie normale à Émilie et aussi faire en sorte qu'elle ne se sente pas différente. Et donc, elle ne va jamais admettre véritablement qu'il s'agit là du sida qu'elle a contracté. Et ce qui est incroyable, c'est que elle raconte, enfin Anthony raconte que le service d'hôpital pour les grands-parents à ce moment-là, quand la petite Émilie était à nouveau rattrapée par la maladie et devait faire des séjours, des brefs séjours à l'hôpital, apparaissait comme une parenthèse si éloignée du village et de ses ragots, une pause durant laquelle il ne s'agissait plus de mentir, de sauver une réputation qui n'avait plus aucun sens, alors que toute leur vie, ils avaient cherché à s'imposer comme des gens respectables. Ah bien, à l'hôpital, ils se sentent proches de parfaits inconnus, des toxicos, des homosexuels, alors que toute leur vie, ces gens avaient tout fait pour faire passer pour des gens bien. Et c'est auprès d'eux seulement que la grand-mère parviendra à se libérer de la solitude et de son déni. D'ailleurs, je vous lis un petit passage où à un certain moment, elle explique à quel point le courage de ma grand-mère, il le dit, dépendait des bilans médicaux et de la compativité de sa petite fille qu'elle entretenait avec des bonbons, des cassettes vidéo et des magazines. Peu importait l'état des routes de montagne et sa propre santé, ma grand-mère n'aurait jamais manqué de rendre visite, ne serait-ce qu'un seul jour à Émilie. Elle veillait à lui parler d'avenir, elle lui racontait qu'il irait voir la mer, qu'elle ferait du ski, et tout ce qu'elle voudrait. Elle lui promettait tout ce qui lui permettait de s'accrocher à la vie. Il fallait tenir coûte que coûte jusqu'à la prochaine infection, espérer attendre un remède. Louise restait au chevet d'Émilie jusqu'à la dernière minute, autorisée, puis elle regagnait sa voiture. Elle avait encore 1 heure de route à faire, 65 kilomètres du virage, de gorge et de pierre pour rejoindre le village. À la nuit tombée, elle se garait, épuisée sur la place de l'église déserte. Seule sa démarche, alors à l'abri des regards, trahissait peut-être un peu de son désespoir. Et donc, c'est vraiment l'histoire de cette grand-mère qui se bat corps et âme, qui est impuissante face à l'avancée inexorable de la maladie et qui vraiment fait tout pour essayer, en tous les cas, que la petite fille parte le mieux possible. Euh, c'est terrible parce qu'on, comme je dis, le livre là est le plus humain parce que il nous raconte aussi comme la lente déchéance, sans tomber dans le voyeurisme, de cette petite cousine qui n'arrive même plus à jouer avec ses cousins et qui n'a qu'une envie, c'est quand ses cousins viennent jouer aux Tortues Ninjago avec elle, c'est qu'ils la laissent parce que elle est déjà partie plus loin et elle n'est déjà plus sur terre finalement. Et donc il y a un passage aussi terrible au moment où de la mettre en terre, Émilie, eh bien il dit, Anthony, il a fallu tenir la grand-mère qui refusait toujours son échec parce que elle l'a vraiment pris, cette grand-mère, comme un échec personnel. Elle a voulu faire vivre cette petite fille et que cette petite fille soit une revanche sur le sort des parents. Malheureusement, elle n'échappera pas à sa destinée. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que ce sida laisse derrière lui une famille sonnée, s'échangeant des comprimés et incapable de les endormir pour oublier quelques heures des souvenirs qui les hantraient toujours.
Et le père boucher, ben lui n'a jamais soldé sa colère. Il va un jour tout quitter, sa famille, la boucherie et le village. Et la mère, elle, va refaire sa vie. Il ne reste qu'un tout petit cadre près de son téléphone qui lui rappelle sa petite fille, pardon, la petite fille. C'est-à-dire quand je parle du père et de la mère, je parle du père et de la mère d'Anthony. Le père d'Anthony qui est le frère de Désiré, ben c'est lui qui n'a jamais soldé sa colère. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que le grand-père d'Émilie, qui n'a connu que le travail et qui s'est consacré toute sa vie entière à son potager, a toujours refusé de s'exprimer sur cette histoire. Et à la fin de sa vie, il ne savait que s'exprimer qu'en distribuant des produits de son jardin et en racontant des plaisanteries pleines d'affection. Et cet homme, Anthony le raconte, et il a eu le Alzheimer à la fin de sa vie. Et un jour, il raconte qu'il a retrouvé Désiré endormi dans la rue. Et comme il n'était pas parvenu à le réveiller, il avait demandé de l'aide pour amener son fils jusque dans le lit. Et il dit, il va dire d'ailleurs, tu sais, donc finalement ce père, même s'il a l'Alzheimer, le père de Désiré, c'est là peut-être le seul moment où il va percer cette armature de chagrin et il va dire je savais très bien que c'est à cause de la drogue que Désiré avait attrapé cette saloperie. Et donc, quelque part, c'est une histoire de silence, c'est une histoire de non-dit et une histoire surtout de déni. Et ce qui est très joli à la fin, c'est que la mère de celui qui raconte le livre, Anthony, qui est donc le fils du frère de Désiré, eh bien la mère, elle va lui donner l'adresse de l'un des derniers amis de Désiré et elle va lui dire que c'était un vrai copain de Désiré. Et lui va lui raconter à Anthony qui était Désiré. Et il va lui dire, écoute, ton oncle, c'était quelqu'un de très drôle, c'était un vrai copain. Il ne pensait qu'à faire des conneries et on s'amusait ensemble, on s'emmerdait et les parents voulaient qu'on fasse un boulot comme eux, ils voulaient qu'on se mette au boulot, ils voulaient qu'on fasse comme eux, puisque c'était l'époque des 30 glorieuses, et eux, au fait, ils n'avaient qu'une envie, c'est de s'enfuir, ils voulaient vivre autre chose. À la limite, dit-il, on préférait crever de la came que d'avoir la vie de nos parents, de se tuer au travail. Et ce sera la première fois que quelqu'un, le dernier ami de Désiré, lui parlera de son oncle sans détour, sans colère. Et grâce à ce copain qui parlera de Désiré, Anthony pourra remettre des mots sur une vie qu'il pourra au fait rendre à la lumière. Et donc, ce que ce livre apporte finalement, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, c'est que avant tout l'enquête, l'histoire, nous permet de découvrir ce qu'à l'époque un toxico représentait dans une famille de commerçants d'une petite ville de province où tout le monde se connaît. Il y a ce côté petit, mesquin d'une petite ville de province, mais il y a aussi l'aspect social qui est abordé concernant la transformation économique de l'abandon des petits commerces au profit de la grande distribution, parce que là, à ce moment-là, on est encore dans le côté prospère des petits commerces qui petit à petit vont disparaître. Et puis aussi, la narration dans ce livre, elle est tendue jusqu'à son dénouement parce que quand l'auteur alterne les chapitres dans un cadre familial et puis dans un cadre scientifique ou politique, Anthony Passeron nous donne l'impression d'entretenir l'espoir de rédemption, pardon, et de sauvetage des victimes. Et donc, quelque part, 40 ans plus tard, la vie tout sauf minuscule de Désiré Passeron devient finalement le prisme d'une époque dans un récit d'une puissance fabuleuse. Alors, c'est vraiment une histoire unique qui prend son poids dans l'histoire universelle. Et le ton est précis, il est journalistique dans la partie historique, il est juste et émouvant sans jamais tomber dans le pathos. Dans la partie familiale, pour moi, il est plus fort dans la dernière partie quand il
parle d'Émilie. Et tout ça va donner au livre une sorte d'équilibre parfait entre ces deux dimensions. Comme je le disais, le récit se déploie sur un ton neutre, dégagé des émotions, et la narration se base la plupart du temps sur des faits, ce qui n'empêchera pas pour autant le lecteur de les vivre, de vivre ces émotions-là. Alors c'est une histoire qui parlera beaucoup aux gens de notre âge, parce que nous, on a vraiment vécu tout ça au moment même, c'est-à-dire en temps réel, et c'est pour ça que je pense qu'il est très important que les jeunes aujourd'hui relisent ce livre, connaissent l'histoire du sida, connaissent l'histoire de ses ravages, et puis connaissent aussi des histoires peu personnelles pour comprendre que ça peut arriver à tout et à chacun, et que malheureusement, après toutes ces années, eh bien, comment dire, la maladie est encore tout à fait là. Alors, ce récit est probablement thérapeutique pour l'écrivain parce que, en s'exprimant ainsi, il écarte le développement d'un secret de famille qui est, pardon, souvent générateur de névrose. Je vais terminer par une chose, par une citation du livre qui parle vraiment de l'horreur finalement du sida et de ce qu'il a été, de ce qu'il est encore. Et avant de vous quitter, donc, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous cite ce dernier passage sur lequel j'aimerais peut-être que les plus jeunes d'entre nous euh, prennent le temps euh, de, de réfléchir. Rarement les scientifiques ont côtoyé la mort d'aussi près et se sont confrontés d'aussi près à leurs propres échecs. C'était d'ordinaire le lot des médecins. L'épidémie du sida bouleverse tout, notamment la relation des chercheurs aux malades. Elle rend la communication entre eux indispensable, fait tomber les cloisons qui les ont longtemps tenus à distance. Soudain, les échecs de la recherche ne se traduisent plus uniquement par des chiffres inscrits dans des comptes rendus sur des écrans d'ordinateur, mais sur aussi des visages désespérés. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très très vite pour un nouveau livre. À bientôt.